Digevermad var TV Braise, bonjour, bienvenue sur TV Braise, la chaîne des Celtes, de la mer et des Bretons. Encore faudrait-il savoir ce que sont précisément les Bretons et comment ils se définissent par rapport aux autres. Et pour répondre à cette question ô combien sensible, à mes côtés aujourd'hui, Ronan Lequadic, bonjour. Bonjour. Vous enseignez à l'UFM de Bretagne, à Saint-Brieuc, l'Institut universitaire de formation des maîtres, et vous êtes surtout l'auteur de l'identité bretonne. C'est un véritable travail scientifique que vous avez fait auprès des Bretons, c'est-à-dire que vous avez pris votre bâton de pèlerin et vous êtes allé leur demander, grosso modo, comment ils se définissaient. Voilà, c'est ça, en gros, oui. Vous l'avez fait sur quelle partie de la Bretagne? Dans toute la Bretagne? Non, j'ai travaillé dans la région du Gouello, de part et d'autre de la frontière linguistique, c'est-à-dire en Basse-Bretagne et en Haute-Bretagne, puisqu'il y a deux cultures en Bretagne, l'une celtique et l'autre romane. Alors justement, les Bretons, on va aller tout de suite droit au fait. Comment est-ce qu'ils vous ont répondu et comment ils se sont définis eux-mêmes? C'est difficile de répondre à cette question en deux mots, hein. C'est quelque chose d'assez complexe et délicat. Puis je ne leur ai pas posé la question exactement comme ça, je leur ai demandé qu'est-ce que ça représente dans votre vie personnelle, le fait d'être breton. Et donc, bon, il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui ont été exprimées, et bon, c'est assez complexe. Alors justement, qu'est-ce que ça représente pour eux de manière générale? Ça représente d'abord c'est quelque chose de très vivant, hein. Il y a beaucoup d'émotions, des émotions qui sont parfois positives et parfois négatives. La plupart du temps c'est plutôt positif, c'est-à-dire qu'il y a une forme de fierté, et puis parfois c'est un peu négatif, c'est-à-dire on voit des formes de honte ou de gêne qui persistent, hein, qui sont des phénomènes qui datent d'il y a plusieurs décennies. Donc ça c'est sur le sentiment. Et autrement, alors comment ils se voient, quelles sont les caractéristiques qu'ils attribuent aux Bretons? Eh bien, ils se voient proches de la nature, émotifs, intuitifs. Bon, il y a tout un ensemble. Évidemment, la caractéristique numéro un, c'est têtu, hein. Tout le monde sait que les Bretons sont têtus. Toujours tous têtus. Donc alors, on a têtu, on approche de la nature, Voilà. on a intuitif. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme adjectifs qui reviennent dans la bouche des Bretons le plus souvent possible? Bon, on a beaucoup de choses, hein. Donc on a soit des comportements aussi, bon, par exemple un peu archaïques, un petit côté un petit peu sauvage, si on peut dire. Il y a travailleur, honnête. Bon, c'est assez vaste. Et ça, ce sont des qualificatifs que vous retrouvez, j'allais dire, dans toutes les communes où vous avez mené votre enquête de manière générale dans la bouche des Bretons? Oui, il y a une grande cohérence, hein. Bon, c'est à la limite entre la représentation et le stéréotype, et il y a une grande cohérence chez les personnes. Il n'y a pas de contradiction forte, même pas du tout, entre les représentations des Bretons. Voilà, vous avez parlé de stéréotypes, c'est bien ça qu'il faut préciser. C'est pas ce qu'ils sont eux véritablement, mais c'est la manière dont ils imaginent plutôt le Breton. Disons que c'est même impossible de savoir ce que c'est qu'un peuple ou un groupe humain. C'est impossible à définir réellement. Donc on en est réduit à ce qu'on appelle les représentations. Et ces représentations, quand elles sont un petit peu figées, bon, effectivement, ça tend vers le stéréotype. Mais tout le monde a ce style de comportement. On peut être le plus grand des scientifiques, le plus subtil. On est obligé de recourir aux représentations, parfois un peu stéréotypées, pour comprendre le monde parce qu'il est trop complexe. Alors vous disiez tout à l'heure, parmi les représentations, alors la classique des Bretons, ils sont têtus, ils sont travailleurs, ils sont courageux. Tout ça, ce sont des stéréotypes extrêmement positifs. Oui, il y a beaucoup de stéréotypes valorisants, mais en fait, la réalité, c'est que le même stéréotype peut être interprété de façon différente, hein, selon les cas, selon les périodes, parce que ces représentations que j'ai recueillies en Bretagne, là, donc dans les années 1990, on les trouve aussi avant dans la littérature, et on peut même remonter très loin dans le temps. Donc il y a une cohérence, mais la valorisation va être soit positive, soit négative. Quelqu'un, bon, je parlais du côté un peu archaïque ou un peu sauvage. Bon, le sauvage, ça peut être quelque chose de très positif, et ça peut être quelque chose de très négatif selon ce qu'on en fait. Quand vous dites que c'est quelque chose de présent depuis longtemps dans l'esprit breton, ça veut dire que depuis 200 ans, 300 ans, les Bretons se définissent ou sont toujours définis de la même manière? Alors, se définissent et sont définis parce que les deux éléments vont de pair, hein. Toute identité collective est en fait le produit d'une sorte de dialogue entre un groupe, donc un groupe humain, et puis les autres groupes avec lesquels il est en relation. Et donc l'identité se construit comme ça. Et effectivement, je dirais qu'on peut même remonter jusqu'au Moyen-Âge et trouver une cohérence dans la représentation des Bretons. C'est incroyable ça, cette représentation qui ne change pas. Depuis le Moyen-Âge, le Breton est têtu, depuis le Moyen-Âge, il est courageux, depuis le Moyen-Âge, il combat l'injustice, il est proche de la nature.
Qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement de tout ça? Alors, moi, d'abord, j'ai été aussi surpris que vous, hein, d'abord de constater ça. J'avais quand même un petit peu l'idée que ces représentations des Bretons avaient été forgées vers le 19e siècle, et je vois, bon, j'ai été amené à constater que ça n'était pas le cas. Et donc, pour moi, l'explication, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, les identités collectives se construisent de façon dialogique, et l'identité des Bretons est construite en partie par rapport à l'identité française. C'est-à-dire qu'ils ont finalement accepté, assimilé inconsciemment cette image que les Français avaient d'eux, des bons sauvages finalement dans leur petite terre de Bretagne. Oui, c'est un petit peu plus complexe. En fait, les Français ont une image d'eux-mêmes qui est l'image de gens intelligents et rationnels. C'est aussi l'image de l'homme en général par rapport à la femme, ou de l'Européen, de l'Occidental par rapport au Noir, hein. Il y a vraiment là quelque chose de tout à fait frappant. Donc on se construit une image, on l'impose, et par conséquent ceux qui ne rentrent pas bien dans cette catégorie-là, eh bien, ils vont se retrouver à avoir l'identité négative, comme un négatif photographique. Et les Bretons ont mis beaucoup de temps à être assimilables par les Français. C'est-à-dire qu'entre la période où la Bretagne a été vaincue militairement, la période où ensuite, progressivement, elle s'est assimilée à la France, il y a eu toute une période où les Bretons étaient perçus comme des gens inassimilables. Et beaucoup Des sauvages, quoi. Voilà, c'était des sauvages. Et donc, à la limite, c'était très bien pour l'identité française. Le Français, lui, était rationnel. Donc, eh bien, il fallait qu'il prouve qu'il était plus rationnel que d'autres. Et ce qui n'est pas rationnel en France, eh bien, c'était les Bretons, hein, qui étaient des irrationnels, des sauvages, des arriérés, etc. Alors d'un côté les bons Français, d'un autre côté les sauvages bretons. Tout à l'heure, vous faisiez allusion à la femme, au noir, à la négritude. Comment ça vous est venu ça? Bien, en fait, quand j'ai travaillé sur le concept d'identité au départ, parce qu'il a bien fallu faire un petit travail théorique, j'ai été regarder ce qui avait été fait par les gens qui travaillaient sur le concept de négritude. Et je me suis aperçu que les Noirs étaient les nègres, puisque hein, c'est la négritude telle qu'elle a été donc étudiée par Cédar Senghor et autres. Donc les nègres, c'était des gens qui étaient proches de la nature, qui étaient émotifs, qui étaient intuitifs, qui étaient courageux, etc. Je me suis dit, bon, c'est assez frappant, dans leur façon de se définir, on retrouve les mêmes représentations que ce qui concerne les Bretons. Et donc c'est là que j'ai commencé à réfléchir aux causes possibles, à ce qui faisait donc que ces stéréotypes des Bretons avaient la vie dure, hein, qui se maintenaient si bien. Et je pense donc que c'est venu de ça, de l'imposition d'une identité dominante, l'identité française, occidentale et mâle, si on peut dire. Donc ça veut dire que les Bretons finalement ne sont pas plus têtus que les autres, pas plus proches de la nature que les autres, pas plus courageux que les autres. C'est simplement cette image d'être soumis qu'ils ont intériorisée depuis des siècles et des siècles. Ben, en fait, il n'y a pas que de la soumission, parce que dans l'image que les Bretons ont d'eux-mêmes, il y a aussi la revalorisation des concepts. C'est-à-dire que le sauvage, ça peut être le bon sauvage, ça veut dire quelqu'un de pur, quelqu'un qui a une sorte de communication avec le divin, avec le cosmos, etc. Il y a toute une valorisation chez Renan, chez Anatole Lebras, etc. On trouve toute une valorisation des mêmes stéréotypes, hein. Ce qui était dévalorisant devient là au contraire quelque chose de merveilleux et de supérieur aux excès de rationalité française. Et en revanche, du côté français, que ce soit chez les écrivains, chez les Flaubert, etc., du 19e, ou même aujourd'hui dans certains discours, on trouve toujours ces stéréotypes négatifs. Et on trouve ça aussi de la même façon en ce qui concerne les Noirs ou en ce qui concerne les femmes, quoi. Il y a un maintien d'un certain nombre de stéréotypes dévalorisants. C'est vrai que ça change et que en ce qui concerne les Bretons, c'est en train de s'améliorer, mais ça s'améliore lentement, c'est difficile. Alors justement, il y a la manière dont les Bretons se représentent et se voient, et puis il y a la manière aussi dont les autres voient les Bretons. Alors nous sommes allés demander aux touristes, lors du dernier festival interceltique de Lorient, la manière dont eux voyaient les Bretons. On leur a posé tout simplement la question, pour vous, l'identité bretonne, c'est quoi? Well, I think that the first thing it will be Breton music, because yes, it is the first thing we see and hear when we arrive here, and we can see it everywhere. And traditional Breton clothes, well, singing. I think that it is the most visible thing here. Ben non, il n'y a pas de différence. Voilà. C'est des gens accueillants, et puis il n'y a pas de différence du tout. Hein. L'identité bretonne, comment dirais-je, peut-être retrouver une culture qui a été un petit peu disséminée et puis qu'on a tendance à oublier, mais sans oublier que malgré tout,
la Bretagne, ça fait partie de la France. Enfin, on sent qu'il y a vraiment plus de... Il y a plus de cohésion entre les gens, j'ai l'impression, je sais pas, par rapport... nous, on est allé pas mal au port. Et là, on sent vraiment que bon, quand on voit les pêcheurs tout le long, c'est... Enfin, on a l'impression qu'il y a plus... ça attire plus de monde aussi, quoi. C'était un mélange anglais et de français, hein, il me semble. Au début dans l'histoire. Enfin, maintenant, j'en sais pas plus. Et maintenant, comment vous définiriez les Bretons? Bon, ben maintenant, je les considère comme tout français, quoi. C'est ça, hein. Ben, ils n'ont pas les mêmes habits. Et, je sais pas, ils sont quand même marins. Ils sont tous habillés comme des marins, vous l'aviez dit ça dans vos enquêtes? Non, je n'avais pas remarqué. Là, on a une vision finalement très positive de la part de ces touristes des Bretons. Bon, c'est les coiffes, les costumes, le folklore, mais au pire, il n'y a pas de différence par rapport aux autres Français. Qu'est-ce que vous en tirez, vous, comme conclusion? Non, je pense qu'effectivement, il y a toute une transformation de l'image des Bretons qui s'est faite au fil des décennies, là, et qui aboutit maintenant à une situation qui est que les Bretons même sont assez fiers d'être Bretons, vont afficher, vont même utiliser leur identité bretonne comme un moyen de vente éventuellement. Donc ça c'est une nouveauté. Mais ça n'est pas toujours aussi simple. Même aujourd'hui, il y a des problèmes avec les stéréotypes. Il y a des gens qui souffrent encore hein, d'avoir été moqués à l'école parce qu'ils étaient bretonnants. Il y a aussi un effort qui a été fait par rapport aux stéréotypes du plouc breton, hein, le paysan arriéré. Bon, il en reste encore des traces pardon, et dans le combat qui a été fait par les agriculteurs pour moderniser l'agriculture bretonne, eh bien aujourd'hui, alors que ce qui est à la mode, c'est l'écologie, c'est la nature, etc., l'agriculteur breton est présenté comme le productiviste, le pollueur, hein, alors qu'avant, à l'époque où ce qui était à la mode, c'était la raison, il était présenté comme l'arriéré. Donc on voit que là encore, il y a des stéréotypes difficiles à vivre. Vous parliez d'école justement tout à l'heure, de gènes de ces anciens Bretons lorsqu'ils allaient à l'école, surtout lorsqu'ils ne parlaient que breton. Quand on parle de l'école, on parle de l'État. Est-ce que vraiment l'école et l'État ont leur responsabilité, une responsabilité très forte dans la manière négative dont les Bretons se perçoivent aujourd'hui parfois? Oui, certainement. Enfin, donc moins aujourd'hui, hein, donc on est tout à fait d'accord. On voit bien que l'image des Bretons évolue de façon très positive, mais dans ce qui reste de traces de gêne et de malaise, c'est clair que l'école a joué un rôle. Et donc maintenant, l'école doit jouer le rôle inverse, hein, c'est-à-dire elle doit permettre justement à la culture bretonne de s'épanouir de façon comment dire, heureuse et facile à vivre. Mais dans le passé, c'est sûr que l'image négative des Bretons a été véhiculée par l'école. C'est paradoxal ce que vous nous dites là. Vous nous dites que les Bretons ont parfois, et même souvent tendance dans votre enquête à avoir une image plutôt négative d'eux-mêmes. C'est quelque chose qui existe depuis des siècles et des siècles. Et puis tout d'un coup, en quelques années, on réussirait à changer totalement un mouvement de fond dans l'esprit des Bretons? Ce n'est pas en quelques années, c'est en quelques décennies. Mais c'est sûr que les choses se sont transformées. On le voit notamment dans les sondages, il n'y en a pas eu beaucoup malheureusement, mais déjà entre 1991 et 1997, donc des sondages récents, on voit qu'il y a un progrès très fort dans la façon dont les Bretons se voient leur langue, ça se modifie. Et on le voit même dans le temps présent, aujourd'hui, entre les générations. C'est-à-dire que les jeunes ont une façon de vivre leur bretonité beaucoup plus facile, ça leur paraît à la limite quelque chose d'évident, hein, alors que pour les plus vieux, ça n'est pas le cas. Et l'image de la langue, c'est la même chose. Elle est beaucoup plus positive chez les jeunes que chez les plus vieilles générations. Alors justement, la bretonité aujourd'hui pour les jeunes générations, ça veut dire quoi finalement dans un pays où on ne parle plus ou peu le breton, dans un pays où on ne vit plus comme on vivait dans les années 50 de manière un petit peu très traditionnelle? Aujourd'hui, ça veut dire quoi la bretonité? Je pense que là on arrive à quelque chose d'important. Je pense que il faut passer un petit peu maintenant au-delà des stéréotypes, quelle que soit la façon dont ils sont connotés, positivement ou négativement. Il faut bien voir que la bretonité n'a jamais été, contrairement à ce qu'on croit souvent, ça n'a jamais été la pure transmission d'une identité commune à tout le monde et puis donc qui viendrait du fond des âges. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a toujours une partie de reproduction de quelque chose d'ancien, mais il y a toujours aussi une partie de production, c'est-à-dire de création de quelque chose de nouveau. Et d'abord, en ce qui concerne la langue bretonne, ça n'a jamais été la langue de toute la péninsule. Ça a toujours été, au contraire, la langue de la partie occidentale de la Bretagne. Oui, mais même aujourd'hui, dans cette partie, la langue est largement minoritaire. Absolument, absolument. Mais il y a justement un effort qui est fait maintenant
pour qu'elle soit reconnue vraiment comme une langue, pour qu'elle ait droit de citer. Hein. C'était une langue qui avait été reléguée, si l'on peut dire, à la vie purement privée. Une langue qui n'était pas enseignée, une langue qui n'avait pas sa place nulle part, ce qui faisait que progressivement elle a été abandonnée, s'est transformée, morcelée en dialecte, etc. Donc maintenant il y a tout un effort symbolique de revalorisation de la langue et la production de choses, hein, comme TV Braise où il va y avoir du breton, la production de choses en breton ou avec une présence de breton, ce qui ne se faisait pas avant. C'est-à-dire que les Bretons, finalement, ces dernières années, ont totalement inversé leurs stéréotypes. Aujourd'hui, produisent un autre stéréotype, finalement, d'une langue moderne, dynamique, peut-être parlée par des jeunes et présente dans toute la vie. C'est un idéal qu'ils recherchent. Alors, d'abord, il n'y a pas que du stéréotype. Hein. Le mot stéréotype a un petit côté péjoratif, donc je préfère parler plutôt de représentation. Et ce qui est important, c'est de bien voir que toujours, il y a eu un mélange entre de la production et de la reproduction. Il y a toujours eu un mélange entre les deux, dans le domaine des représentations, mais dans le domaine culturel. Si on pense à ce que c'est que la musique bretonne, par exemple, ben, il y a une part de reproduction de phénomènes anciens, hein, de vieilles mélodies, etc. Mais il y a toujours une part de production de nouvelles mélodies. Il y a toujours eu une part d'instruments anciens et puis aussi une part d'instruments nouveaux et une part dans la façon d'interpréter, de renouvellement et de maintien, etc. Eh bien c'est ça l'identité bretonne et la culture bretonne. Ça a toujours été comme ça a toujours été ce mélange, aussi un mélange d'influences extérieures et puis d'éléments qui viennent de la Bretagne. Ça a toujours été comme ça et ça continue comme ça, mais disons de façon maintenant bien vécue. Voilà, c'est ça la grande nouveauté. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui justement cette jeunesse à aller rechercher une autre bretonité ou du moins une autre manière de vivre sa bretonitude et puis sa langue aujourd'hui d'après vous? C'est un phénomène de mode ou là encore dans l'esprit des Bretons on a quelque chose d'un peu plus profond? Non, je pense qu'il y a un phénomène profond, hein, donc je parlais de quelque chose qui s'est fait sur plusieurs décennies. Ça s'est fait sur plusieurs décennies. Il y a eu une construction qui a été faite. Hein. Il y a des gens qui ont milité, par exemple, il y a 20 ans ou il y a 40 ans, et qui ont construit progressivement une culture musicale, notamment de qualité. Ou le monde de l'édition, si on voit des maisons d'édition qui se sont construites. Il y a un certain nombre d'efforts qui ont été faits et qui font que pour les jeunes, c'est quand même plus facile à vivre. Et je crois aussi que les jeunes donc des années 90-2000 sont des jeunes qui ont une culture beaucoup plus ouverte sur le monde qu'autrefois. C'est-à-dire qu'avant, l'horizon, c'était la Bretagne d'une part, et puis la France, mais ça s'arrêtait là pratiquement. Tandis que maintenant, il y a une culture qui est de plus en plus universelle. On parle beaucoup de mondialisation avec un côté négatif, hein, d'opposition à la mondialisation, mais il y a aussi quelque chose de très positif, c'est-à-dire la possibilité pour les gens de voyager, de s'ouvrir au reste du monde et d'apprendre des choses du reste du monde. Alors justement, il y a la manière dont les Bretons se perçoivent qui change aujourd'hui. Il y a autre chose qui change, la manière dont les Parisiens et notamment les médias parisiens perçoivent les Bretons, surtout depuis les derniers événements, les dernières propositions concernant la Corse. Je vous propose à présent de regarder une petite revue de presse justement des articles parus tout cet été sur la Bretagne. C'est une revue de presse qui est signée de Christine Oberdorf. Au top 50 des destinations fétiches des journalistes parisiens, la Bretagne monte au créneau. Le régionalisme est à la mode, reporters et photographes se bousculent de part et d'autre de la péninsule armoricaine. Un engouement façon campagne de pub, avec à la clé un slogan « Une Bretagne fière de ses racines, mais ouverte sur le monde ». Une tradition d'ouverture mise à mal lorsqu'un jour d'avril, au nom de la lutte contre la mondialisation, une bombe explose au McDonald's de Quai Vert, coûtant la vie à une employée. Cet attentat affiche d'abord la bêtise de Zigoto, la tête dans la certitude et les doigts dans le bricolage raté de leurs engins, écrit alors cinglant Claude Imbert dans un éditorial du Point. À l'époque, pas plus qu'aujourd'hui, il n'y aura de revendications, mais le nationalisme breton fait d'emblée figure d'accusé, même si, toujours dans l'hebdomadaire Le Point, Isabelle Sommier, politologue et auteure d'un livre sur le terrorisme, souligne que le nationalisme en Bretagne, c'est d'abord de l'activisme culturel, à commencer par la défense d'une langue. Les Bretons veulent parler breton, titre l'envoyé spécial du Figaro à Brest le 24 juillet dernier. En Bretagne, le cercle des Bretonnants s'est élargi, renchérit Le Monde le 9 août, dans un dossier consacré au succès des langues régionales. Les bancs des écoles d'Iwan se remplissent. La mise en place d'un statut public régional pour l'école en langue bretonne est évoquée cet été par Jacques Lang, en vacances à Quiberon. Le 1er septembre, TV Braise, première chaîne régionale bilingue, voit le jour. Taxé jadis de langue des cochons, le breton est devenu un vecteur culturel incontournable et ceux qui le chantent décrochent des victoires de la musique.
Interview fleuve de Dan Arbraz, par exemple, dans Paris Match, à l'occasion de la dernière du fameux héritage des Celtes, en clôture du Festival interceltique de Lorient. Triomphe musical, renouveau culturel, embellie économique, la déferlante celte emporte tout sur son passage, déclare photo à l'appui le Figaro Magazine. La celtomania, business gros comme un menhir, touche le monde entier, y compris les Japonais, devenus experts dans l'art de sonner le biniou. La celtitude ne s'est jamais aussi bien vendue, écrit Christophe Deloire dans un dossier du Point consacré cette semaine en marge du dossier corse au succès économique et culturel de la Bretagne. Fini l'époque du syndrome Bécassine. Il y a encore 10 ans, les chefs d'entreprise trouvaient leur bretonité ringarde, rappelle dans cet article Jean-Pierre Pichard, patron du Festival de Lorient. Aujourd'hui, des capitaines d'industrie clament leur fierté régionale et se réunissent en cénacle. Un engouement que les indépendantistes bretons voudraient bien transférer sur le terrain politique. Libération du 7 août rapporte ainsi les propos d'une vieille dame de 80 ans, ancienne militante du PNB, venue soutenir la marche annuelle d'Emgan lors du festival interceltique. « Je suis contente, j'ai lutté toute ma vie pour avoir enfin ce que les Corses vont obtenir. » Le compromis Jospin du 20 juillet dernier, signé pour l'île de Beauté, réveille les appétits identitaires des Alsaciens, des Basques et des Bretons, affirme François Dufay dans un gros dossier du Point intitulé « La contagion », tout en mettant en garde contre une nouvelle pensée unique qui, au nom du droit à la différence, en viendrait à cautionner certaines dérives ethnicisantes. Certes, la Bretagne n'est pas la Corse, affirmé cet été dans une tribune du Nouvel Obs Lionel Jospin en vacances à l'île de Ré, mais s'estime suffisamment mature pour réclamer à la République plus de pouvoir. Il est vrai qu'il ne fait pas bon passer pour jacobin en Bretagne, conclut Le Monde, dans une page entière consacrée le 23 août dernier à l'effet corse dans la région. Les Bretons, dans vos enquêtes, ils vous répondaient la même chose que ces médias parisiens ? Non. Ce qui a été, quand on a parlé de l'État, du rapport à l'État, ce qui a été frappant, bon d'abord j'ai étudié ça de deux façons différentes. J'ai d'une part relevé toutes les mentions du mot France ou français dans les entretiens, et puis d'autre part j'ai posé la question aux Bretons, qu'est-ce que vous pensez des autonomistes? Et à cette question-là, globalement, la réponse était plutôt négative. C'est-à-dire qu'il y avait une image un petit peu, qu'on sent un peu dans le dossier de presse quand même, une image d'intolérance, de violence, etc. Et puis surtout, ce qui vraiment gênait les Bretons, c'était, que j'ai rencontré, c'était une crainte de repli sur soi, voilà, donc de fermeture. Donc ça, c'était la réponse qu'ils donnaient spontanément quand j'employais le mot autonomiste. En fait, ils ne faisaient pas la différence entre autonomie, indépendance et autarcie. Sur ce plan-là, il n'y a aucune connaissance politique, aucune différence entre autonomie, indépendance et autarcie. Et puis quelques temps après, souvent au cours des entretiens, il y a les mêmes personnes qui me disent « moi je ne suis pas autonomiste » ou « je n'aime pas les autonomistes », etc. Et me disaient « moi ce que j'aimerais, c'est que la Bretagne, quand même la région, en Bretagne, la région a un peu plus de pouvoir. Ce qu'il faudrait, parce que moi je suis agriculteur, et ben, ce que j'aimerais bien c'est qu'on soit représenté directement à Bruxelles. Ce que j'aimerais, parce qu'on a déjà trop perdu en matière de langue, c'est que la langue bretonne soit mieux défendue, etc. » Et en fait, il développait le programme des autonomistes. Alors ça c'est complètement paradoxal, Ah ouais. Des Bretons qui rejettent l'autonomisme et puis qui développent le programme, ce que vous écrivez dans votre livre, Ouais. de l'UDB, l'Union démocratique bretonne. Oui, enfin, c'est le programme voilà, des autonomistes, pas particulièrement de l'UDB, mais un petit peu partout. En gros, c'est de donner plus de pouvoir aux régions. Bon, c'est quelque chose en fait qui est assez naturel, qui est assez répandu en Europe. Je crois même que c'est une situation un peu pratiquement majoritaire des régions européennes. Il y a donc un pouvoir régional, il y a un budget qui est, je crois en Écosse, c'est 40 fois le budget de la Bretagne. Donc il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui sont des choses assez naturelles. Et puis il y a l'image, autrement il y a le mot autonomiste qui renvoie donc à autarcie, c'est-à-dire où est-ce que je vais vendre mes choux-fleurs, enfin c'est cette crainte-là de repli sur soi. Ça veut dire que les Bretons, à vous entendre, seraient prêts à aller pour un plan Jospin pour la Bretagne, par exemple, de la même manière que ce qui se fait en Corse. C'est-à-dire que, voilà, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas en Bretagne de tradition comme en Corse, par exemple, de tradition de violence, ça existe en Corse depuis longtemps, il n'y a pas ça en Bretagne. La façon dont le catholicisme est interprété par les Corses et par les Bretons n'est pas la même, parce que le catholicisme a un poids quand même très grand sur les esprits, même aujourd'hui. Même aujourd'hui. Oh, oui, tout à fait, même si les gens ne sont plus pratiquants, même s'ils ne se disent pas catholiques, il y a quand même des valeurs de tolérance. Donc je pense que ce qui est clair, c'est que les Bretons veulent de la tolérance,
ils veulent mettre en pratique la tolérance, mais en même temps, il y a une évolution de fond qu'on sent sur le plan culturel, mais aussi sur le plan économique, parce qu'on sous-estime trop souvent l'économie, et qui va amener vraisemblablement, tôt ou tard, à plus de pouvoir régional. Ça me paraît une évolution de fond. Donc en un mot, pour conclure, on peut dire qu'on peut être fier d'être breton et on peut être fier d'être français, ce qu'on entend souvent en Bretagne. Les deux, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Dans la plupart des réactions des Bretons, les choses sont vécues un peu comme des poupées gigognes, c'est-à-dire on se sent breton, on se sent français, on se sent européen, on se sent citoyen du monde. Et effectivement, les Bretons ne vivent pas ça comme quelque chose de contradictoire. C'est un beau message pour l'avenir, ça. Oui, je pense que justement, quand on réfléchit aux questions d'identité, il faut élargir ça. Et il faut voir d'abord qu'on est des citoyens du monde. Je crois que c'est ça quand même l'essentiel. Ronald Quadig, merci. Je rappelle votre essai, L'identité bretonne. C'est paru chez Terre de Brume et aux presses universitaires de Rennes. Merci encore à vous et puis à une prochaine sur TV Braise.